Donc, à l'analyse du discours. Euh, excusez-moi. Donc, bienvenue à cette journée d'études consacrée à l'analyse du discours numérique, surtout aux enjeux méthodologiques et épistémologiques. Je dis aussi bem-vindos et bem-vindas en portugais et bienvenidos aussi, parce que nous avons un panel rempli de différentes nationalités et universités aujourd'hui. Et pendant ces deux demi-journées d'études, justement, nous allons réfléchir ensemble à l'analyse du discours numérique, alors même que la communication via des dispositifs numériques ne cesse d'accroître. En effet, les nouveaux outils communicationnels demandent aux chercheurs et à la chercheuse en analyse de discours une souplesse méthodologique afin de rendre compte des nouvelles questions d'analyse, comme par exemple comment constituer et explorer encore plus assez représentatifs des discours ayant lieu sur le web, ou alors comment prendre en compte les différents registres discursifs et différents rôles des annonciateurs dans ces espaces numériques, comme par exemple les commentaires anonymes. Ou alors, on pourra aussi se demander comment incorporer à la démarche analytique des outils technologiques comme des logiciels ou alors des plateformes de filtrage et de collecte de données. On arrive alors à la question fondatrice de cette journée d'études, qui est celle de comment étudier ces productions ayant lieu sur le web avec les notions fondatrices de l'analyse du discours. Est-ce qu'il faut les adapter? Est-ce qu'il faut les modifier à cette nouvelle réalité discursive numérique? En tout cas, les communications que nous allons entendre proposent des réponses ou des pistes, des réflexions à ces interrogations épistémologiques sur des divers terrains d'études tels que Twitter ou alors des textes journalistiques en ligne, et cela dans plusieurs pays différents, donc le Brésil, le Chili, la Colombie, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la France, l'Allemagne et l'Estonie. Donc, nous remercions d'ailleurs les participants et les participantes pour la qualité des communications. Nous savons d'ores et déjà que les échanges seront riches et fructueux. Nous avons reçu aussi plus d'une centaine de demandes de participation du public externe, provenant aussi des différents pays, différentes universités. Nous remercions de votre présence donc aujourd'hui et demain. Nous accueillons avec grand plaisir deux conférenciers invités, tous les deux spécialistes en matière de méthodologie. Tout d'abord, aujourd'hui, Marianne Pavot, professeure en sciences du langage à l'Université de Paris 13. Et demain, Julien Longhi, professeur en sciences du langage également à l'Université de Cergy-Pontoise. Nous le remercions tous les deux pour leur disponibilité et pour avoir accepté de partager leurs travaux dans notre journée d'études. Nous remercions enfin les comités scientifiques pour le travail fourni afin de préparer la réalisation de la journée d'études et surtout les soutiens de l'association ADAL à cette journée. Je passe d'ailleurs la parole à Yanni Serrano qui vous présentera l'association ADAL, organisatrice de la journée d'études. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée d'études et je passe la parole donc à Yanni. Merci beaucoup Thaïs. Effectivement, je vais rapidement présenter notre association pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Alors, nous sommes l'association ADAL, Analyse des discours de l'Amérique latine, qui est née comme un réseau des jeunes chercheurs en 2009 et ensuite s'est constituée comme association scientifique en 2011 à l'issue d'un colloque international sur le discours politique en Amérique latine. Alors, comme association, donc je vous présente juste la présentation peut-être en portugais ici pour que vous puissiez la lire pendant que je présente. Alors, comme objectif, notre association vise à développer un réseau des chercheurs se consacrant à l'étude des discours politiques en Amérique latine, mutualiser et diffuser l'information qui relève de cette problématique. Nous organisons des manifestations scientifiques comme celle d'aujourd'hui et demain. Également, nous réalisons des publications d'ouvrages ou de numéros thématiques des revues et nous œuvrons pour la connaissance et la reconnaissance des travaux
des membres de l'association ainsi que des chercheurs qui ne sont pas membres de l'association, toujours travaillant sur les discours politiques et médiatiques en Amérique latine. Parmi nos activités, alors nous avons organisé 4 colloques internationaux, 4 journées d'études avec celle d'aujourd'hui et demain. Nous réalisons également des séminaires régulièrement. Donc, depuis 2011, nous avons plus d'une quarantaine de séminaires et actuellement, il y a un cycle de conférences avec une conférence par mois. Donc, toutes les informations sur notre site web. Nous avons également donc 4 publications. Donc, je vous laisse après parcourir, visiter notre site web pour connaître un peu plus des travaux que nous menons à ADAL. Et maintenant, sans plus attendre, je vais laisser la parole à mon collègue Henry Hernandez qui va présenter notre conférencière invitée d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Annie, merci Thaïs. Donc, j'essaierai d'être bref, même si je ne devrais pas l'être. Donc, j'ai le plaisir de présenter Marianne Pavot, qui est professeure en sciences du langage à l'Université de Paris 13. Elle est membre de l'équipe de recherche Pléiade. Ces travaux en théorie du discours, ont une approche transdisciplinaire qui vont dès la philosophie jusqu'à l'anthropologie, en passant par les sciences cognitives, les sciences de l'information et de la communication, Internet Studies, Animal Studies, Plant Studies. Elle développe une analyse du discours qui intègre les environnements d'ordre technologique, corporel, animal et végétal à la production du discours dans une perspective post-dualiste et écologique. Elle travaille actuellement à une articulation entre discours, genre et race dans une perspective décoloniale. Parmi ces thèmes de recherche, donc, comme Thaïs l'a annoncé au départ, il y a ces travaux sur le discours en contexte, donc l'analyse du discours numérique, l'histoire et l'épistémologie de des disciplines, donc TDI, texte, discours et interaction, les normes éthiques et épistémiques, entre autres. Ces recherches actuelles portent donc sur l'élaboration d'une analyse du discours intersectionnel. Elle mène également un projet d'une post-linguistique intégrant la discursivité au-delà de l'humain, comme je vous ai dit auparavant, donc les objets, les animaux et les végétaux. Et également, à travers ses études, elle consolide l'analyse du discours numérique à partir d'énoncés nativement numériques reposant sur la conception des unités langagières en ligne comme un assemblage composite des techniques et composites. Elle tient également le carnet Technologie discursive consacré à l'analyse du discours numérique, co-anime le carnet Animalingua dédié au discours animal et le blog pédagogique Parole en cours. Parmi ses publications les plus récentes, donc on a en 2020 la publication d'un ouvrage qui est un recueil d'articles traduits en portugais du Brésil. En 2017, son ouvrage L'analyse du discours numérique, dictionnaire de formes et des pratiques. Et en 2014, le discours pornographique, parmi d'autres. Donc, je ne ferai pas le détail des publications, mais vous savez très bien que la liste est très longue. Donc, sans tarder, donc je donne la parole à Marianne Pavot. Marianne, vous aurez une quarantaine de minutes pour votre présentation. Ensuite, on fera la discussion. Je rappelle tout juste au public que vous trouverez dans la discussion un lien qui vous donne accès à la présentation en portugais et en espagnol, si vous voulez suivre. Merci beaucoup pour cette présentation et puis merci surtout de votre invitation qui était vraiment extrêmement généreuse et je vous remercie voilà, je vous remercie de m'avoir invitée aujourd'hui et je vous remercie d'être nombreux. Alors, je vais faire quelque chose d'assez modeste aujourd'hui qui va consister à poser des questions. Comme l'axe de votre journée d'études se concentre sur l'épistémologie et la méthodologie, il me semble que pour ces deux perspectives, la meilleure manière de procéder est de poser des questions.
Alors, c'est une plaisanterie que je fais souvent en conférence et en cours. Moi, ce qui m'intéresse en sciences du langage, mais ce qui m'intéresse dans la pensée aussi, c'est de poser des questions. Je trouve que la capacité de poser des questions, c'est une vraie capacité de recherche. Après, y répondre, oui, c'est intéressant, mais bon, les choses s'arrêtent et l'intérêt de la pensée est un petit peu suspendu par les réponses aux questions. Alors, un petit préambule politique. Je voudrais préciser que c'est une conférence située par une chercheuse du Nord, entre guillemets, sur des données du Nord, entre guillemets, dans une institution du Nord, entre guillemets. Je suis une chercheuse blanche occidentale qui a été formée dans l'épistémée gréco-latine occidentale et européenne. Et donc, j'ai travaillé très longtemps avec ces outils. Ça change un peu depuis quelques années, mais je ne vais pas non plus me déprendre de la manière dont on m'a éduquée dans tous les sens du terme. Et donc, du coup, je vais travailler aussi sur la situation française. Enfin, j'ai travaillé sur la situation française parce que ça fait une dizaine d'années que je travaille en analyse du discours numérique. Et je suis un petit peu en train de clore cette période dans ma recherche. Donc, c'est essentiellement la situation française et francophone qui a été mon terrain de recherche. Et donc, comme vous l'indique le petit encadré que je vous ai mis à droite, en tout cas en 2016, d'après l'étude, le baromètre du numérique 2016, donc, qui rend compte de la fracture numérique et donc de l'exclusion de la réception et de la production discursive de 15% des adultes, par exemple, qui se disent incapables d'entreprendre des démarches administratives en ligne. Donc à cela, il faut ajouter évidemment les enfants, tous les adultes qui n'ont pas été interrogés, etc. Donc, ce que je présente aujourd'hui, c'est un travail, et ce qu'on présente tous d'une manière générale, et je trouve qu'on devrait interroger tout ça un petit peu plus souvent, c'est un travail linguistique lettré sur des productions de locutrices. Je profite pour signaler que désormais, j'écris et je parle au féminin générique, je ferme la parenthèse, donc des productrices de discours qui sont numériquement lettrées. On a un lettrisme, une littératie numérique forte qui nous amène à travailler aussi sur des productions de locuteurs et de locutrices relativement lettrés, voire privilégiés. Donc, petite flèche vers ce petit encadré. Et donc, j'insiste, puisque je sais que je suis dans une analyse du discours qui est dédiée à l'Amérique latine. Mon travail, moi, porte sur le français, sur la langue française et sur la culture française, donc la culture occidentale. Ça me semble important de situer ce travail, non pas pour faire joli et pour faire décolonial, c'est pas ça, mais pour placer les limites et même les limitations épistémologiques et également théoriques de mon travail. Donc, je trouve que c'est important de signaler ça. Ce que je vous présente, c'est une toute petite fenêtre d'un travail tout à fait situé et qui n'est pas, à mon sens, transposable, applicable comme ça, avec une position de surplomb sur tous les terrains du monde et en particulier les terrains des Suds, entre guillemets, du Sud global. Pardonnez-moi d'utiliser cette terminologie, mais c'est très difficile de trouver un moyen de nommer ce genre de choses. Alors, ma question de recherche, donc dans cette conférence, est la suivante, c'est en fait de considérer les discours numériques natifs comme un laboratoire pour poser des questions au langage et à la linguistique. Donc la linguistique et l'analyse du discours, bien évidemment. Donc ma question de recherche, c'est d'interroger les discours numériques natifs d'interroger la linguistique dans ce laboratoire des discours numériques natifs. Donc, poser des questions, mon objectif, c'est de poser des questions au langage. Et ce que j'entends par poser des questions au langage, c'est poser des questions à ses formes, mais aussi à ses évolutions dans le temps et dans les sociétés. Ça correspond à interroger ce que Whitney, en 1975, appelait la vie du langage. Et je cite
Whitney à dessein, parce que, comme on le sait, ça a été un inspirateur extrêmement important pour Saussure. Donc, ce que Whitney appelait la vie du langage, c'est exactement ça, c'est-à-dire observer les formes dans leur vie sociale, mais surtout, je vais y revenir, dans leur évolution historique. Donc, poser des questions à la linguistique et à l'AD, c'est lui demander comment elle se constitue comme appareil théorique et méthodologique, donc à partir des formes et des évolutions qui lui sont contemporaines. Et je vais revenir sur cette idée que nous travaillons sur des corpus qui nous sont contemporains, mais qui ne sont pas forcément contemporains de la fondation de la linguistique et de la fondation des périodes de fondation des disciplines que nous utilisons. Alors, excusez-moi, mais je n'arrive pas à passer... Alors, pardonnez-moi, mais mon PowerPoint est bloqué. Alors, donc, ça ne va plus. Donc, écoutez, je vais sortir et je vais rentrer. Hein. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis désolée, j'ai un petit... Ah, alors l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Oui, je vous donne encore. Donc, il faudrait que vous me... Pardon, hein, mais il faudrait que vous me réautorisiez. Alors, si jamais ça ne fonctionne pas, Marianne, dites-le Oui. moi, comme ça j'ouvre le PowerPoint et je le partage. Voilà, non, je peux tout à fait le partager. Simplement, simplement, je vais faire autre chose. Je ne vais pas me mettre en... Voilà, je vais me mettre comme ça. Est-ce que ça continue à être visible? Ça va? Voilà. Je ne vais pas le mettre en grand écran, c'est ça qui bloque. Alors, donc je vous propose une intervention en 2 temps. D'abord, un cadrage un petit peu de mon travail, ce que j'appelle des situations. Donc, rappeler rapidement ce que j'appelle discours numérique natif, enfin, c'est surtout le terme natif. Expliquer ce que j'appelle évolution et révolution dans le titre que j'ai proposé, rappeler mon cadre épistémologique, mon cadre théorique, et puis ensuite passer à mes questions, hein, à mes 4 questions qui concernent d'abord l'histoire des discours, hein, non pas l'histoire de la linguistique, mais l'histoire des discours. Ensuite, la nature du signe linguistique, la question du sujet scripteur et la question du contexte. Alors, premier point, les situations. Donc, je rappelle que quand je parle de DNN, de discours numérique natif, alors je le rappelle parce qu'on m'a très souvent posé des questions et on m'a très souvent demandé ce que j'entendais par là, et c'est un terme qui a été beaucoup discuté. Moi, c'est un terme que j'ai emprunté à la CMC ancienne, hein, qui date des années 90 dans le monde anglophone, où quand j'ai commencé à les lire, j'ai trouvé des termes comme Web Native Contents, Web Native Story, qui désignaient donc des productions discursives, donc avec lesquelles je désigne des productions discursives en contexte numérique sur appareils connectés, c'est-à-dire ordinateur, tablette, smartphone, au sein des écosystèmes d'écriture disponibles en ligne. Hein. Donc, ce que j'appelle discours numérique natif, ce sont des discours qui sont produits
en ligne, donc sur les réseaux sociaux, les sites, les blogs, sur des plateformes et avec des outils qui sont proposés par les développeurs et les programmeurs en ligne. Donc, ça veut dire que je n'ai pas travaillé sur des productions qui sont issues de traitement de texte, par exemple, qui ont été les premiers objets de la CMO française, la communication médiée par ordinateur. Je ne travaille pas non plus sur des productions qui sont numérisées et puis portées en ligne. Par exemple, vous devez très souvent consulter le site Percé, qui est une de nos plateformes d'articles de revues. C'est typiquement un système de portage, c'est-à-dire qu'on numérise les articles et on porte des PDF en ligne. Donc ça, c'est pas ça. Et je ne travaille pas non plus sur des messageries hors ligne. La question du message électronique, le mail, est-il un discours numérique natif ou pas, est très intéressante parce que la réponse, c'est tout dépend à partir de quelle interface vous travaillez. Est-ce que vous travaillez sur votre interface en ligne ou est-ce que vous travaillez comme moi sur un logiciel de courrier hors connexion, c'est-à-dire qui est sur votre ordinateur. Bon, il y a toutes ces questions-là. Je ne travaille pas non plus sur des textes qui sont traités avec des outils de TAL, ni avec des appareils non connectés. Alors, du coup, si vous voulez, les discours numériques natifs, ils sont datés. C'est-à-dire que j'aurais commencé à travailler il y a 20 ans, je n'aurais évidemment pas du tout produit cet objet-là, constitué cet objet-là. Donc, c'est là que l'histoire des discours est quand même extrêmement intéressante et extrêmement importante dans l'analyse du discours numérique. Alors, mes DNN, ce sont les discours explicites à la surface des écrans. En bonne analyste du discours qui regarde les choses un petit peu de l'extérieur, et ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas d'anthropologie linguistique, je ne suis pas sociolinguiste, enfin, en analyse du discours, c'est toute une discussion, mais on a une question avec le terrain, ce n'est pas quelque chose qui nous est natif, justement. Donc, je travaille sur ce que les anglophones appellent des screen data, c'est-à-dire des données que je capte à partir de mes écrans, mais partiellement quand même à partir des CMS, Content Management System, donc on traduit en français par système de gestion de contenu, je vais vous montrer, mais par exemple, je ne travaille pas au niveau des API, qui sont les interfaces de programmation applicative. Alors, je vous montre. Je vais, décidément, j'ai des problèmes de... Voilà, je vais travailler sur ce genre de choses, c'est tout simple, vous connaissez ça par cœur, c'est le premier blog que j'ai trouvé en allant sur Hypothèse il y a quelques jours, donc je vais travailler sur ce genre de choses, sur ce type d'énoncé avec les liens, les couleurs, les colonnes, etc. Mais je vais aussi travailler, ça c'est au niveau des CMS, de la gestion de contenu, ça c'est l'interface administrative de mon blog, La pensée du discours. Et donc, mes discours numériques natifs, ils vont aussi être travaillés, en particulier quand je travaille sur la fabrication des liens, hypertextes, je peux travailler sur ce genre de choses. Mais je ne travaillerai pas sur ce genre de choses sur lequel, par exemple, travaille Samuel Goyet. Ça, c'est un extrait de la thèse de Samuel Goyet sur les API, justement, sur les interfaces de programmation. C'est la page de documentation de Facebook qui est destinée aux développeurs qui montre comment créer une story en utilisant l'Open Graph API. Donc ça, contrairement à quelqu'un comme Samuel Goyet, je ne travaille pas sur ces questions-là. Alors, deuxième point, évolution-révolution. Bon, il y a un peu un jeu de mots facile dans le titre de ma communication, mais il me semble que maintenant, la discussion autour de « il y a révolution numérique ou pas » est close. Enfin, le débat est un petit peu dépassé. Oui, il y a une révolution numérique parce que, comme le dit très bien Vial 2013, ça correspond à une révolution philosophique qui va concerner alors c'est toujours pareil, c'est la restriction, les individus et les sociétés qui ont accès au numérique, qui va concerner notre rapport au monde.
l'Internet dans toute son histoire, jusqu'au web. Maintenant, on commence à arriver au web 4.0, voire le web 5.0, a impliqué ce qu'il appelle une intrication entre l'être et la technique. Et je pense qu'il a parfaitement raison, nonobstant les réserves géographiques, sociales, culturelles dont je vous ai parlé au début. Alors, révolution, oui, mais la révolution, je la conçois comme Milad Douei, plutôt comme une conversion numérique. Et donc, je reprends à mon compte la définition de Milad Douei et l'ensemble de ses travaux, d'ailleurs, qui sont pour moi assez indépassables dans justement cette manière qu'il a de montrer comment les différents aspects de notre vie ont été affectés par le numérique. Donc, lui, il insiste dans ce texte-là sur le fait que le numérique interroge nos objets culturels premiers en les faisant circuler dans un nouveau contexte, ce qui en fait des nouveaux objets inédits. Donc c'est très intéressant cette manière qu'il a de parler d'objets culturels premiers. Parce qu'évidemment, dans les objets culturels, il y a au premier chef des objets langagiers et discursifs. Et donc pour lui, le numérique va les convertir car l'objet numérique va du coup changer de régime, changer d'ordre. Il va partir à un nouveau régime dans lequel l'apparence n'est qu'un piège et où tout ou presque est convertible. Et c'est vrai que cette convertibilité, alors moi j'ai plutôt adopté le terme de variabilité, mais la convertibilité, elle est tout à fait définitoire des discours numériques natifs. Et d'ailleurs, elle déclenche des peurs, évidemment, qui sont largement développées dans tous les discours technophobes, mais elle déclenche une convertibilité qui donne au discours numérique natif une instabilité, une labilité, une manière d'évoluer de manière externe et interne tout à fait importante. Alors, c'est vrai que les pratiques numériques se sont développées dans tous les domaines de notre vie sociale au quotidien et qu'a émergé maintenant depuis, on va dire, une quinzaine d'années, toujours dans les pays voilà, où le numérique s'est développé largement, toute une littératie, donc une littératie numérique. Je rappelle rapidement que la littératie, ça désigne l'ensemble des compétences en lecture et en écriture qui permettent d'évoluer dans une société. Donc toute notre littératie a été fortement touchée par la conversion numérique et évidemment, ça engage fortement les paramètres langagiers. Alors, voilà, donc cadre épistémologique. Alors, l'épistémologie, c'est une discipline qui sert à poser des questions, encore une fois. Et donc, l'idée ici, c'est d'essayer de cadrer mon approche épistémologique dans une macro-question assez simple, qui est comment on construit des connaissances, sur quels critères et surtout avec quels objectifs. Parce que c'est une chose d'expliquer comment on construit des connaissances, mais bon, si les chercheurs ne sont pas capables de dire dans quels objectifs ils les construisent, je trouve que c'est un petit peu court. Alors, l'objectif ici de ma communication et de mes interrogations sur les discours numériques natifs, c'est extrêmement modeste, peut-être même un peu simpliste, c'est de comprendre comment ça marche. Ça a toujours été ma question. Comprendre comment ça marche. Mon but n'est pas d'interpréter, de dessiner des tendances de sens, c'est juste de prendre, comme un enfant qui prend un objet dans sa main et qu'il démonte, qu'il regarde, qu'il demande à ses parents comment ça marche, comment tu le fais marcher, est-ce que ça marche avec de l'eau, est-ce que ça marche avec de... Voilà, moi c'est ça ma question. Ma question c'est comment ça marche. D'où ma perspective qualitative, ce que j'appelais une perspective à l'œil et à la main dans un texte de 2014, et ce que Benoît Habert, dans un très très beau texte, un petit peu ancien maintenant, mais que je trouve tout à fait indépassable sur justement les analyses outillées en 2005 qui étaient déjà amorcées, mais commençaient quand même à devenir mainstream, ce qu'il appelait la linguistique sans instrument. Vous savez qu'il distingue la linguistique à l'instrument et la linguistique sans instrument. Et Benoît Habert fait partie des gens qui n'ont jamais condamné la linguistique sans instrument, mais qui signalaient simplement la différence entre les deux
entre les deux options méthodologiques et quasiment technologiques qui donnent finalement deux options épistémologiques différentes. Alors, donc, l'épistémologie, elle va aussi poser la question des critères de la connaissance vraie. Avant de poser cette question-là, il faut un petit peu, on va dire, choisir son camp, c'est-à-dire choisir sa conception de la vérité. En gros, pour aller très très vite et pour y aller à la louche, il y a deux conceptions de la vérité. Une conception de la vérité comme croyance justifiée, c'est-à-dire une conception qui n'est pas platonicienne, qui n'est pas logique, ou bien la conception un petit peu traditionnelle justement dans la science occidentale qui maintient l'objectivisme, la conception de la connaissance vraie comme répondant à une vérité logique qui va être vérifiable par oui ou par non et par l'opposition entre le vrai et le faux. Autrement dit, on choisit entre une connaissance intuitive, empirique, de sens commun et qui va faire de la place aux représentations, ce qui n'empêche pas du tout la scientificité. Je ne vous parle pas de scientificité, là je vous parle de critères de vérité. Ou bien on va opter pour une connaissance rationnelle et un savoir scientifique. Alors, en gros, la perspective qualitative, telle que je la pratique, elle est plutôt du premier côté, du côté de la croyance justifiée et du côté de la connaissance intuitive empirique. Et la perspective quantitative, excusez-moi, la perspective quantitative va plutôt avoir comme objectif d'atteindre des résultats qui seraient vérifiables et qui seraient le produit d'une mise à distance la plus grande possible des défauts, entre guillemets, de la subjectivité humaine. Bon, je vous rappelle juste l'argument de Latour en citant Feyerabend 1979, ce livre avec ce titre intéressant pour une théorie anarchiste de la connaissance. Feyerabend montre en gros qu'il y a beaucoup de problèmes à évincer la connaissance intuitive et la connaissance de sens commun pour atteindre justement la vérité scientifique. Et donc, évidemment, à sa suite, comme lui, je l'intègre à ma conception de la connaissance. Alors, donc, à partir de là, quelle posture épistémologique je vais adopter ? Alors, c'est une posture un petit peu médiane entre ce que Androutsopoulos, 2014, appelle Screen Data et User-Based Data. Je ne choisis pas entre les deux, je me mets un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que je vais à la fois avoir cette perspective de la personne derrière son écran, qui est la perspective majeure en analyse du discours. En général, les analystes du discours qui travaillent sur les discours numériques natifs travaillent je le fais aussi, par capture d'écran et par lecture des énoncés tels qu'ils sont donnés sur les écrans. Donc, c'est une perspective linguistique plutôt objectivisante. Bon, on verra à quel point, pour les discours numériques natifs, elle pose des problèmes, mais quand même, j'adopte aussi une perspective ethnographique subjectivisante qui va tenir compte du discours et des usages des acteurs, puisque je suis moi-même usagère et productrice et lectrice de discours numériques natifs, et j'en ai fait une condition de l'analyse. Donc, mon travail va à la fois reposer sur un recueil de données, des observations sur écran, et aussi des connaissances pratiques et une expérience numérique. Il me semble que tenir ces deux bouts permet de fournir des résultats probants quand on travaille sur les discours numériques natifs. Donc, c'est une position médiane entre observation extérieure et ethnographie perceptive. Et donc, la définition de cette perspective que j'ai choisie et qui me semble à même justement de produire des résultats, en tout cas fidèles à ce qui est produit sur le web, ça sera description et analyse qualitative des discours numériques natifs par observation et manipulation dans les pratiques comme usagères en production et en réception. J'insiste sur le côté observation et manipulation.
Alors, situation théorique, donc je rappelle rapidement le cadre théorique de l'analyse du discours numérique que j'ai synthétisé dans l'ouvrage Analyse du discours numérique, dictionnaire des formes et des pratiques, qui a été publié en 2017 et qui vient d'être traduit là en 2021 en portugais du Brésil. Donc, j'ai proposé les notions de technologie discursive, de techno-discours. Alors, cet élément techno qu'on m'a parfois reproché et qu'on a parfois brocardé d'ailleurs, c'est un marquage terminologique qui vise à justement souligner la nature composite des éléments langagiers dans une perspective post-dualiste. C'est-à-dire que la différence entre des discours et des technodiscours, c'est pas des discours qui sont produits hors ligne et des discours qui sont produits en ligne, c'est pas ça. C'est la différence entre des discours qui sont produits uniquement avec du langage et des discours qui ne sont pas produits uniquement avec du langage, mais qui sont produits avec de la technique, donc c'est-à-dire avec des liens, avec de la couleur, avec des images, avec des choses comme ça. Donc l'élément techno, c'est un élément à la fois méthodologique, mais aussi épistémologique. C'est une manière de réviser, en fait, je vais y revenir tout à l'heure, la nature du signe linguistique. Alors, je rappelle la typologie descriptive que je propose dans l'ouvrage et dans l'ensemble des travaux que j'ai menés sur ce terrain-là. Donc, il me semble que les discours numériques natifs sont dotés de 6 traits. Donc, ce que je viens d'expliquer, leur composition, c'est-à-dire leur plurisémioticité, mais interne, un assemblage technique, plus langagier, plus éventuellement images fixes, images animées, sons, etc. Bon, quand on a des mèmes, des gifs, des choses comme ça. La délinéarisation, donc à cause du phénomène de l'hypertexte qui va modifier l'énonciativité et qui va faire en sorte que sur le web, on ne lit pas en fait, on écrit-lit et on n'écrit pas véritablement non plus, mais on écrit-lit, le phénomène de l'écrit-lecture. L'augmentation, puisque en ligne, on peut écrire ensemble, des énonciatrices multiples peuvent écrire absolument ensemble sur un pad en mêlant leur voix, puisque les voix ne sont visibles que grâce à des couleurs, ce qui n'existe pas hors ligne, mais aussi avec les commentaires qui sont typiques du web conversationnel et qui vont permettre d'augmenter tout type de texte, que ce soit des billets de blog, des posts Facebook, des choses comme ça. La relationnalité des discours numériques natifs, puisque tous les discours en ligne sont en fait des données subjectives qui sont liées aux configurations des navigateurs et des comptes, c'est-à-dire qu'en ligne, personne ne voit la même chose, contrairement à ce que on peut penser quand on fait des captures d'écran, mais vous ne voyez les choses qu'à travers le filtre de votre navigateur et de la configuration de vos comptes. C'est particulièrement vrai sur les comptes de réseaux sociaux. C'est particulièrement vrai sur les comptes Facebook, par exemple, où un compte Facebook, c'est pas une surface discursive, c'est un annuaire de liens, en fait. C'est un annuaire, c'est quelque chose de parfaitement réticulaire. Et mon Facebook n'est pas le vôtre. Là, on a tous des Facebook tout à fait différents. Ce que j'ai appelé ensuite l'investigabilité, c'est l'idée que les énoncés eux-mêmes sont des liens, ce qui est, me semble-t-il, inédit un petit peu dans l'histoire de l'écriture, et dans l'histoire des discours, puisqu'ils sont searchable, comme disent les anglophones, ils sont cherchables et trouvables grâce au moteur de recherche et grâce à cette opération que nos camarades en Infocom spécialistes du document appellent la redocumentarisation. Et enfin, les discours numériques natifs sont imprévisibles parce que les algorithmes jouent leur rôle, parce qu'il y a des possibilités infinies de circulation et qu'il y a cette fameuse variabilité sur laquelle je vais revenir. Alors, je voudrais poser à partir de là quatre questions. Il y a d'abord une question qui me semble extrêmement
importante et qui est difficile à résoudre, enfin qui m'intéresse beaucoup, c'est le lien entre la théorie linguistique et l'état historique du discours. Et à ma connaissance, vous me direz si je me trompe, il y a évidemment beaucoup de choses qui m'ont échappé, mais c'est une question qui n'est pas souvent posée. Ce que je veux dire, c'est que l'évolution du sens, c'est un domaine qui est très largement pris en compte par la lexicologie et la sémantique, sous diverses étiquettes qu'on connaît bien, de changement linguistique, de dynamique lexicale. C'est les néologies de forme, les néologies de sens, les changements de sens. Ça, on connaît très bien. En sémantique, on sait bien que les sens évoluent. Et que les formes évoluent aussi. Ça s'appelle la linguistique diachronique. On connaît ça parfaitement bien. En revanche, l'évolution du discours, le fait que les discours changent de forme, changent de genre, qui est à la fois de nouveaux genres de discours, mais de nouvelles formes de discours qui s'intègrent dans les genres du discours, c'est quelque chose qui est moins pris en compte, il me semble, parce que les typologies et les classements sont très prégnants en analyse du discours. On a une typologie des genres littéraires, on a une typologie des genres de discours, par exemple, celle qui fait autorité actuellement, c'est celle de Maguenot, genre octoriaux, genre routinier. Il a proposé aussi la notion d'hypergenre comme mode d'organisation du discours, notion avec laquelle il travaille, Dominique Maguenot, les discours numériques natifs. On a du côté de la linguistique textuelle les séquences textuelles. Tout ça, c'est extrêmement installé dans notre mainstream disciplinaire et du coup, ça peut-être occulte un petit peu l'idée que les formes du discours évoluent et que le web les a énormément fait évoluer. Donc, il y a une histoire du discours, hein, non pas une histoire de l'analyse du discours, mais l'histoire du discours, je trouve, est un champ tout à fait intéressant et peut-être insuffisamment travaillé. Bon, on sait que les sciences du langage, donc pour aller vite dans leur aspect scientifique, le CLG de 1916 et l'analyse du discours dans celle, en tout cas, dans la lignée dans laquelle moi je me situe, c'est-à-dire l'analyse du discours dite française des années 60-70, ont été constituées à partir d'un certain état historique du langage et du discours. Or, cet état a évolué. Donc, l'évolution des formes discursives devrait entraîner l'évolution des dispositifs d'analyse linguistique. Et effectivement, alors ce qui n'est pas toujours le cas, hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de travaux sur l'analyse du discours, en analyse du discours numérique, qui procèdent à partir de dispositifs d'analyse mis en place sur des corpus de discours pré-numériques. Alors, la question que posent les discours numériques natifs, qui est une question vraiment intéressante dont il faudrait faire la synthèse, c'est la généalogie des formes. Il y a plusieurs postures chez les analystes des discours numériques natifs. Il y a une posture qui est de moins en moins fréquente, mais qui a été quand même très, très prégnante et qui apparaît encore, qui est de reconnaître, donc à mon sens, de projeter des formes prénumériques sur les discours numériques natifs, et donc l'idée d'analyser des formes contemporaines à l'aide des schémas prénumériques anciens. Alors ça, c'était le cas des premières analyses issues de la CMO. Les auteurs des carnets du Cdiscor 8 de 95 le disent parfaitement, disent voilà, à l'époque, on projetait. Donc le mail, c'est un billet, la page d'accueil, c'est une affiche, les commentaires sont des interactions conversationnelles, le tweet, c'est un aphorisme, etc. Il y a une deuxième attitude qui est de postuler une évolution, une déclinaison à partir des formes prénumériques. C'est ce que fait Maguenot avec la notion d'hypergenre. La notion d'hypergenre, elle ne concerne pas les discours numériques natifs, elle concerne les discours tout court et c'est la catégorie qu'il utilise pour travailler les discours numériques natifs. Et puis, il y a une troisième attitude qui est plutôt la mienne, qui est de mener une observation écologique sans postulat préalable, c'est-à-dire d'observer les formes contemporaines en synchronie à partir des environnements et de la culture numérique, et de mobiliser éventuellement, parce que évidemment ça n'invalide pas du tout les deux premières propositions, de mobiliser les propositions de l'analyse du discours pré-numérique. Donc ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'est la question du signe linguistique, c'est-à-dire comment aborder et analyser des formes qui ne sont pas purement langagières. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé, des formes qui ne sont pas décrites par les catégories de la théorie linguistique. Parce que la posture de reconnaissance et de généalogie que j'ai, c'est
posture que je viens d'écrire ne fonctionne pas pour tout un tas de choses qui arrivent sur le web. Les formes cliquables, donc les hashtags, les identités, les liens, les mots consignes, les URL. Hein, il n'y a pas de catégorie linguistique, il n'y a pas de catégorie grammaticale pour caser une URL, hein, puisque une URL, c'est un énoncé qui mêle du code et du langage naturel. Ça ne fonctionne pas non plus pour les énoncés liens qui sont redocumentables. La couleur, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas intégrée dans l'appareillage classique de la catégorisation des éléments langagiers. Et ce que j'appelle les technographismes, c'est-à-dire texte plus image fixe ou animé plus son, hein, les mêmes, les gifs, etc., ne sont pas non plus décrits ni documentés. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la technodiscursivité, ça m'a permis de faire des propositions justement pour essayer de décrire ces formes composites, avec toujours l'idée que l'écosystème du web est vraiment un environnement constitutif de la discursivité et que, de mon point de vue, il n'y a pas d'extraction possible. Avant-dernière question, la question du sujet scripteur et de l'activité computationnelle. L'évolution des formes discursives, elle naît aussi, elle vient de l'évolution des techniques d'écriture, des techniques de production discursive. La grande question qu'il faudrait qu'on pose un peu plus, peut-être, c'est qui écrit le texte numérique natif? Alors, Clarisse Ehrenschmidt avait déjà répondu à la question dans son livre de 2017, mais sa réponse concernait les textes à partir des logiciels d'ordinateur. Et donc, mais elle disait déjà des choses très intéressantes pour nous. Elle disait que écrire sur un ordinateur, c'est confier son texte à ce qu'elle appelle des penseurs d'activité, des producteurs de littérature logicielle, qui ont réduit l'activité matérielle d'écrire en opération minimale. Hein, donc, elle parle d'une locutrice qui accepterait que ces écrivains absents interviennent dans son travail. Et cette proposition de Ehrenschmidt, elle est exploitée de manière extrêmement intéressante par Chloé Colomb et Samuel Goyer dans leur travail commun et en particulier dans un article de 2020. Leur position, eux, c'est de dire que ce sont les machines qui écrivent. C'est-à-dire que Samuel Goyer, dans sa thèse, a présenté cette position de manière tout à fait littérale et de manière tout à fait radicale. Il y a eu d'ailleurs des discussions au jury, même Bachimon n'était pas d'accord avec lui. Donc, c'est vraiment une position radicale intéressante. Donc, Chloé Colomb et Samuel Goyer parlent de boucles d'hybridation humain-machine, prennent un exemple, par exemple, d'une page web de Mediapart et parlent de, je ne lis que les éléments en gras, d'une chaîne d'action non humaine et machinique, protocole navigateur algorithme, qui fait partie de la chaîne éditoriale des textes numériques. Et donc, ils avancent que tout texte numérique est donc en partie produit par une médiation technique automatisée. Et cette médiation technique, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, elle est produite par la configuration des navigateurs, des comptes, et beaucoup aussi par les choix d'appareils. Alors justement, pour cet article de 2020, ils font des expériences en lisant le même compte Facebook sur plusieurs appareils simultanément. Et le résultat, c'est une très grande variabilité qu'ils décrivent de la manière suivante. Le mouvement automatique du calcul propre à l'informatique est une médiation technique qui induit des effets de surprise. L'humain ne peut pas parfaitement anticiper la totalité des mouvements automatisés du calcul, et c'est dans cet écart, eux, qu'ils placent l'activité scripturale de la machine, qu'ils appellent l'activité computationnelle, et qu'ils définissent comme partie prenante de la constitution des textes numériques qui impriment sa marque sur ces textes. Et donc, ils énumèrent un certain nombre de variations
à partir de leur expérience. Il me reste 38 minutes et donc je vais gérer mon temps et je vais essayer de… il me reste 2 minutes et je vais, parce que je vois mon, mon modérateur qui s'inquiète, vous inquiétez pas, je vais m'arrêter à temps. Donc, plusieurs formes de variations. Donc, selon la différence des appareils, simplement en utilisant différents appareils et en lisant le même compte, vous avez une variation éditoriale. Vous avez la mise en page, les images, les polices qui changent. Vous avez 2, une variation documentaire, c'est-à-dire que les blocs documentaires vont se réagencer différemment. Donc là, le discours est affecté. Vous avez une variation du temps de calcul. Vous faites une recherche sur Google, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc là, discours affecté aussi. Vous avez une variation des contenus sponsorisés et des notifications. Et vous avez aussi une variation des énoncés, c'est-à-dire qu'un même compte énonciateur va publier 2 énoncés différents sur des machines différentes. Et aussi une variation des énonciatrices. L'expérience suivante est très intéressante. Sur 2 smartphones de comptes énonciateurs, sur 2 smartphones, des comptes énonciateurs différents vont publier des énoncés différents, mais avec 2 cartes différentes, c'est-à-dire que vous avez un appareil avec une carte SIM française et un appareil avec une carte SIM suisse. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que les pratiques et les contextes sont, comme ils le disent, engrammés, c'est-à-dire inscrits matériellement dans les appareils. Et que le contexte apparaisse dans le discours, évidemment, nous, analystes du discours, ça nous intéresse. Et donc, c'est mon dernier point, ces variations peuvent paraître marginales, mais elles ne le sont pas. Elles sont capitales parce qu'elles relèvent justement de la relationnalité des discours numériques natifs, que je définis comme le fait que tous les DNN sont dans une relation avec les autres discours, une relation avec les appareils, une relation avec les scripteurs et les écrits lecteurs. Donc, on a une subjectivité structurelle des contenus web, ce qui a poussé Laetitia Bibier-Emeritt à parler de corpus idionumérique. Et donc, on peut y ajouter cette notion d'écrit-lecture dont j'ai parlé tout à l'heure. La lecture est une écriture via un geste de lecture, puisque le clic sur un lien implique un choix textuel. Donc, ça pose la question du contexte, ou ce que j'appelle plus volontiers de l'environnement. Est-ce que les énoncés sont séparables ou non séparables de leur contexte? Quelle est la marge de variation, d'autonomie des énoncés en ligne. Je vais passer sur ma dernière slide pour terminer parce que j'ai dépassé mon temps. Donc, pour conclure et continuer l'exploration des discours numériques natifs, à mon avis, c'est continuer à poser ce genre de questions et essayer de dépasser un petit peu ce qui me semble être un petit peu une réduction du mainstream qui affecte, il me semble, l'analyse du discours sur les corpus numériques natifs en ce moment. Il y a une espèce de stabilisation de l'analyse du discours numérique sur le corpus des réseaux sociaux, sur Twitter en particulier, parce que c'est facile à aspirer, que c'est facile à découper, que c'est facile à compter. Si j'ai bien compté, dans les journées que vous organisez là aujourd'hui et demain, il y a 9 communications en tout, en tout cas qui portent sur Twitter, avec Twitter dans leur titre. Mais à mon avis, il y en a plus. Donc voilà, donc travailler sur les discours numériques natifs, ça ne devrait pas être uniquement travailler sur Twitter ou bien travailler sur Facebook, parce que c'est narratif, que c'est argumentatif et que c'est conversationnel, ou les commentaires de sites de presse. Et c'est vrai, je me mets moi-même dans la critique, on travaille sur ce qu'on connaît et sur ce qu'on reconnaît. Mais il y a des travaux inexistants ou rares sur les sites de vente ou de réservation, sur les plateformes d'écriture. Allez voir sur Wattpad, par exemple, qui est une plateforme d'écriture adolescente qui produit des discours tout à fait passionnants, sur les technographismes, les gifs, les mèmes, il y a un peu de travaux, mais pas beaucoup, sur les tickers, c'est-à-dire les signatures, par exemple, sur les pop-up. Moi, j'ai jamais vu un article sur les pop-up. J'aimerais bien lire un article sur les fenêtres, les bandeaux de bannissement, par exemple, les formats et les contextes comme le font Colomb et Goyet 2020, l'usage de l'astérisque sur Twitter, par exemple. J'attends depuis longtemps
longtemps que quelqu'un fasse un travail là-dessus. Bon, donc continuer l'exploration des DNN. Et puis au-delà, puisque l'analyse du discours numérique est une des briques, à mon avis, dans un projet quand même d'une post-linguistique, enfin, qui soit une linguistique qui dépasse un petit peu les dualismes, continuer, ça serait aussi prolonger par l'exploration de formes qui ne seraient pas humano-anthropocentrées du langage, donc aller vers une écologie du discours, et donc aller explorer le langage, la communication animale et le langage et la communication végétale. Voilà, j'ai terminé cette communication. Pardonnez-moi d'avoir été un petit peu longue et je vous remercie de m'avoir écoutée, je vous remercie de votre patience. Merci beaucoup, Marianne. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci également pour les situations et les questions que vous nous avez présentées, qui me semblent très pertinentes et que j'espère qu'ils guideront nos réflexions pendant ces 2 jours. Justement, pour continuer, j'aimerais bien qu'on regroupe des questions et de vous laisser la parole, de répondre à ces questions, 2 ou 3 questions, et vous répondez. Ça vous va? Oui, oui, bien sûr, absolument, comme vous voulez. Très bien. Alors, je vois déjà qu'il y a une question. Carmen, oui? Non, je pense que Carmen avait levé la main, mais apparemment non. Bon, je vais juste laisser le temps que les gens retrouvent leurs questions. Moi, je trouve vraiment intéressant de voir comment les liens qu'on peut faire entre justement l'analyse du discours à la française, justement, du pré-numérique et comment on peut éventuellement faire le lien avec l'analyse du discours numérique tel que vous nous le présentez, Marianne. Et on se rend compte finalement, on est beaucoup des chercheurs à être restés dans cette analyse du discours du prédiscursif, justement, du pré-numérique, pardon, justement. Ah, attention avec le, Non, avec le du prédiscursif. pré-numérique, désolé. Pablo, je vois que tu viens de lever la main. Oui, bonjour. Bon, tout d'abord, je remercie Marianne Pavot. C'est très bonne conférence, hein, très claire. Hein, donc, aussi, je remercie les organisateurs de cette journée. Moi, j'ai une petite question assez concernant plus ou moins les conclusions que vous avez parlé. Comment est-ce qu'on peut dépasser les mainstream dans ce discours? C'est très simple. Comment est-ce qu'on peut un peu aller au-delà de tout ce qu'on a appris dans ce discours, l'énonciation, et aller voir des choses différentes? Parce que c'est vrai que les cadres théoriques, c'est très clair que vous parlez, mais vous pouvez donner des petits conseils, comment dépasser un peu? C'est ça, très simple question. Oh là là, c'est pas une petite question que vous me posez, Pablo. Moi, il me semble que j'ai un petit peu essayé de donner une réponse en donnant des exemples. Oui. Il me semble que la posture ethnographique que nous, analystes du discours, mais je me mets moi-même dans la critique, hein, je ne m'exclus pas du tout des critiques que j'adresse à l'analyse du discours, bien évidemment. Il me semble qu'on aurait intérêt à devenir un petit peu plus anthropologue, un petit peu plus ethnographe, et on aurait intérêt en analyse du discours à intégrer davantage la notion de terrain. Alors, les analystes du discours de l'oral qui sont là et qui n'ont pas été mainstreamisés, justement, hein, qui restent trop, je trouve, marginales et marginaux, nous ont appris le terrain. Quand vous êtes analyste du discours et que vous travaillez sur l'oral, vous avez un terrain. Parce que les sociolinguistes peuvent nous apprendre le terrain, les anthropologues, les ethnographes aussi. Mais on a des linguistes de terrain au sein même de l'analyse du discours. Et il me semble que le web est un terrain tout à fait merveilleux et inépuisable pour peu qu'on aille dedans.
C'est-à-dire, pour peu qu'on adopte une posture, alors on choisit celle qu'on veut, il y a une littérature énorme là-dessus, d'observation participante, de participation observante, ce que vous voulez, d'observation flottante, etc. Mais pour peu qu'on mette un peu les doigts dans la machine et qu'on aille observer, si vous voulez, à l'intérieur, comment ça se passe. Et là, on voit, par exemple, cette histoire d'astérisque sur Twitter, c'est tout à fait intéressant. Hein, ce sont des énoncés qui sont comme, alors je vais faire du prénumérique, hein, mais c'est comme des didascalies, si vous voulez, c'est-à-dire en ligne, vous allez avoir des petits espaces comme ça, discursifs, de description du corps, de description de la réalité, de description des émotions, etc. Sur Wattpad, ce réseau de production littéraire qui est pas un réseau d'ados, mais qui est occupé par les ados, Wattpad, c'est un réseau social. C'est-à-dire que ça vous met en contact avec une littérature en réseau social. C'est-à-dire que les gens font de la littérature et il y a des likes, des dislikes, il y a des commentaires, il y a... Enfin, nous, on est encore dans le prix Goncourt, si vous voulez, dans notre représentation de la littérature. Les gamines et les gamins qui écrivent sur Wattpad, pas du tout. Le prix Goncourt, ils s'en foutent. Eux, ce qui les intéresse, c'est quand ils ont écrit un chapitre, d'avoir 56 likes, d'avoir quelqu'un qui va dire « ouais, c'est top, ouais, c'est merdique », etc. C'est de la littérature. Voilà. Donc, une manière de dépasser le mainstream, c'est... alors, j'ai utilisé une expression un peu familière en français, c'est d'aller voir ailleurs si j'y suis, quoi, si vous voulez. C'est de sortir, effectivement, des sentiers battus. Ça, c'est sur les terrains. Alors, plus difficile, évidemment, sur le plan de la théorie, sur le plan de ce qu'on a appris, etc. Jamais personne n'a empêché aucun chercheur, qui soit confirmé ou qui soit jeune chercheur, de remettre en cause les catégories des anciens. Enfin... Magno, ça se critique, Charodot, ça se critique, Moirand, ça se critique, Pavot, ça se critique. Enfin, critique au sens ça se décortique, ça se regarde, et voilà, vous dites, bah voilà, chez Marianne Pavot, il y a ça. Bon, alors ça, je trouve ça contributeur pour moi. Mais moi, je trouve que dans le concept qu'elle propose, elle ne prend pas en compte ça, ou bien c'est un petit peu rapide, etc. Donc, moi, je le retravaille, je l'améliore, etc. Il y a deux manières de sortir du mainstream en théorie, c'est un, retravailler, ou deux, inventer. Ça n'est interdit à personne, et certainement pas aux jeunes chercheurs qui ont souvent peut-être un petit peu peur de bousculer les... Bon. Après, vous allez me dire, il y a tout le côté institutionnel, politique, social, etc. Je connais parfaitement tout ça et j'en tiens compte. Voilà, j'espère que j'ai réussi à répondre à votre... voilà. Et que Sophie, tu ne me tiendras pas rigueur de ce que je puisse dire que les théories, les théoriciennes et les théoriciens institués sont bousculables. Voilà. Personnellement, j'aime beaucoup qu'on bouscule mes théories. Je pense qu'il y a une question de Rosanna. Et après, ça sera la dernière. Désolée, parce qu'il y a les ateliers en parallèle qui commencent, donc il y a des gens qui attendent certainement sur Zoom. Désolée. Merci beaucoup d'abord pour l'intervention et ça recoupe un peu, vous avez déjà un peu développé en répondant à la question précédente. Ma question était plutôt une curiosité par rapport à votre avis. Vous parliez des limites des observations de terrain. On a vu aussi que l'analyse des discours numériques se figeait beaucoup sur les formes courtes. Très bien, on voit que voilà, les posts sont disons des textes typiques en fait des discours nativement numériques, mais je voulais vous poser la question, pourquoi à votre avis on est resté sur les formes courtes et qu'est-ce qui empêche d'aller regarder, d'aller analyser des formes textuelles plus longues et plus complexes? Est-ce que c'est la complexité? Est-ce que c'est l'accès, par exemple, justement, parler d'interface et de dispositifs d'écriture? Voilà, c'est vraiment un avis de votre part. Et je vous remercie. Alors, je vais répondre extrêmement rapidement. En fait, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec le fait que l'analyse du discours numérique, enfin, tous les gens qui travaillent sur des formes courtes, parce que des posts Facebook, ça peut être extrêmement long. Donc, en fait, ce ne sont pas des formes courtes.
Alors si vous dites que les analystes du discours choisissent dans les formes des réseaux sociaux des formes courtes, peut-être, je ne sais pas, il faudrait vraiment vérifier. Mais les formes des réseaux sociaux, et à commencer par Twitter d'ailleurs, ne sont pas du tout des formes brèves. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque maintenant, on a des threads. Et donc, il y a des formes longues. Alors, je ne sais pas trop comment répondre à votre question, parce que je ne suis pas sûre que... le mainstream travaille sur des formes brèves, il y a des gens qui travaillent sur des commentaires, etc. Je ne sais pas, je ne sais pas répondre à votre question, je crois. Merci. Juste très rapidement, je vois une question de Rodrigo sur le chat. Je ne sais pas, Marianne, si vous l'avez lu, je peux vous la lire si vous voulez. Oui. Alors, compte tenu de l'intense hétérogénéité des discours numériques, comment parvenir à une analyse discursive plus efficace et plus complète? Des moyens méthodologiques plus fiables pour... Alors, moi alors, le web n'est pas un... Alors, le web n'est pas un espace clôturable. Le web est un espace ouvert et infini. Et donc, c'est toujours pareil, c'est le terrain qui va dicter, qui va driver vos méthodologies et vos théories. Et alors, ça, c'est quelque chose que j'ai appris de Sophie Moirand. Écoutez, parlez vos corpus. Donc, à partir du moment où vous avez une instabilité structurelle, une subjectivité structurelle des corpus, je ne pense pas que l'objectif théorique de la complétude soit un objectif théorique valable. C'est-à-dire que la complétude, c'est pas un objectif théorique transcendant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir d'autres objectifs théoriques. Mais bon, après, ça nous mène loin sur la question de la représentativité, etc. Vous pouvez décider de travailler de manière qualitative, vous pouvez décider de travailler sur des exemples. On n'est pas non plus obligé de travailler sur des corpus de 300 000 mots. Et voilà, c'est toute l'ouverture de l'analyse qualitative. Voilà, j'espère, Rodrigo, que j'ai répondu à votre question. Mais on pourra en reparler si vous voulez. Bon, très bien, merci beaucoup Marianne, merci beaucoup pour les questions. Donc, juste pour les deux séances parallèles, donc il y aura deux liens différents. Donc, vous choisissez sur laquelle des deux séances vous voulez assister. Et je ne sais pas, Denis, est-ce qu'on a d'autres, ou Thaïs, d'autres consignes? Non, on espère vous voir dans l'une des deux séances qui suivent. On arrive. Merci beaucoup pour votre présentation, Marianne. Et merci de votre invitation. Merci beaucoup encore une fois et à tout de suite alors.